Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. En garde à vue depuis 48 heures, le secrétaire général du syndicat de la presse de Guinée a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. La décision a été prise au terme de plusieurs heures d'audition au tribunal de première instance de Dixine. Sékou Djamal Pendessa est poursuivi pour manifestation non autorisée et publication de données de nature à troubler l'ordre public. Et puis, la comparution des témoins dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal criminel de Dixine. Ce lundi, c'est le premier responsable de la médecine légale qui a livré sa part de vérité. Professeur Hassan Ba fait de grosses révélations sur le nombre de corps reçus par son service. La 7e conférence des coalitions politiques et fêtières s'est tenue ce dimanche à Conakry, une rencontre au cours de laquelle l'actualité sociopolitique et économique du pays a été débattue. Les contours de la rencontre à suivre dans cette édition, c'est tout pour le titre. Sékou Djamal Pendessa passera sa première nuit à la maison centrale de Corentin ce lundi. Le secrétaire général du SPPG a été placé sous mandat de dépôt cet après-midi au terme de plusieurs heures d'audition au tribunal de première instance de Dixine. Il est poursuivi pour manifestation non autorisée et publication de données de nature à troubler l'ordre public. Amara Bangora. Au tribunal de première instance de Dixine, le secrétaire général du syndicat de la presse sort de son audition en compagnie de son avocat. Sékou Djamal Pendessa est désormais inculpé et est conduit à la maison centrale de Corentin. Un mot pour la presse. La vérité triomphera. Retenez ça. Merci. On est derrière vous. On est derrière vous. Selon son avocat, le défenseur des droits des journalistes est poursuivi pour manifestation non autorisée et pour publication de données de nature à troubler l'ordre public. Maître Salifou Beyavougui dit en sortir déçu. Donc on ne peut pas trouver ces infractions-là. Les dossiers devaient être classés purement et simplement parce qu'il n'y a pas d'infraction. Mais en dépit de tout, il a été conduit à la maison centrale. Le dossier est pris en flagrant délit, ce qui suppose que le procès pourrait se tenir demain, après-demain. En tout cas, dans les meilleurs délais. Pour la structure syndicale dirigée par Pendessa et soutenue par des journalistes mobilisés, c'est une décision liberticide. C'est une journée noire pour la Guinée. Et par conséquent, nous, en tant que syndicat de la presse, nous, en tant que garants de la liberté avec grand L, nous estimons que la lutte ne fait que commencer. Elle vient de démarrer aujourd'hui. En ce sens que nous allons entreprendre des actions dans les jours à venir. À partir du 30 janvier prochain, le syndicat des professionnels de la presse du Guinée projette une nouvelle manifestation pour, dit-il, durcir le ton jusqu'à la libération de son secrétaire général et la satisfaction des revendications, dont la fin du brouillage des ondes, la réintégration des télévisions retirées des bouquets et la levée de restrictions sur les réseaux sociaux. Le procès du massacre du 28 septembre se poursuit au tribunal criminel de Dixine avec la comparution des témoins. Ce lundi, c'est le premier responsable de la médecine légale qui a apporté son témoignage. Professeur Hassan Ba dit avoir reçu en tout 58 corps au niveau des morgues de l'hôpital Ignace Dine et Donka. Mamadou Tanouba, reportage. Le chef de la médecine légale, professeur Hassan Ba, était à son domicile en Haute-Banlieue de Conakry le 28 septembre 2009 lorsqu'il fut appelé par le médecin-chef adjoint des forces armées pour venir réceptionner les corps des victimes du massacre au stade. Il était 18 heures. À son arrivée à l'hôpital Ignace Dine, il était 19 heures moins. C'est alors que les camions militaires qui transportaient les corps ont commencé à rallier la morgue de l'hôpital. Dans le premier camion, il y avait 21 cadavres, suivi d'un deuxième dans lequel il y avait 7 corps et un troisième qui lui contenait 15 corps, ce qui fait un total de 48 corps reçus ce jour. Les jours qui ont suivi, 15 autres cadavres ont été envoyés dans les morgues, ce qui a porté le nombre à 58. Les corps ont été répartis entre la morgue de Donka et d'Ignace Dine.
La médecine légale a réussi à identifier 31 corps sur les 58. Professeur Hassan Ba soutient que c'est les 27 corps non identifiés qui ont été exposés à l'esplanade de la mosquée Faisal le jour de la restitution. Les 31 autres avaient été déjà rendus à leurs familles respectives. Sur les 27 également, certains corps n'ont pu être identifiés. Ceux-ci ont été enterrés par la Croix-Rouge, soutient le médecin légiste. Les examens confirment qu'il y a eu 13 victimes sur les 58 qui ont été tuées par arme à feu au stade du 28 septembre, selon professeur Hassan Ba. Le témoin a réfuté les accusations selon lesquelles des militaires auraient fait irruption à la morgue pour récupérer des corps. Et puis, l'avocat de l'accusé, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, estime que le témoignage du professeur Hassan Ba est à décharge de son client. Cependant, maître Alimatou Kamara, avocat de la partie civile, pense qu'il existe encore des zones d'ombre non levées par le témoin. Je vous propose de suivre les avocats des deux parties au micro de Mamadou Tanouba. Le professeur Hassan avait une équipe technique. L'équipe technique n'était pas sous l'autorité directe de M. le ministre de la Santé. Ce qui dénote l'existence de défaut de qualité de M. le ministre d'être à la fois ministre en charge de la Santé et à la commission technique. Les corps qui ont été annoncés par lui, les 58 corps, c'est exactement ces corps-là que le professeur Hassan a fait état. 31 corps ont été identifiés respectivement, restitués aux parents. Les 27 corps n'ont pas été identifiés, raison pour laquelle ça fait l'objet d'exposition à la mosquée Faisal pour que les parents puissent voir directement, de manière physique, les corps qui leur reviennent. Je suis très satisfait de sa déposition parce qu'il a dit à l'entendre qu'il parle à la décharge de M. le ministre de la Santé. Ça met véritablement hors de cause les doutes, les spéculations faites de gauche à droite contre la modeste personne de mon client. Ce qu'on pourrait retenir de son passage, c'est que la gestion des corps, la prise en main par l'armée, des morgues ont été orchestrées dans le but de cacher des choses. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, malgré les déclarations du professeur Hassan Ba. Ce qui laisse supposer qu'au plus haut niveau de l'administration, tout a été mis en œuvre pour qu'on ne sache pas réellement, pour limiter les dégâts, pour minimiser le nombre de morts. Volet politique. À présent, comme annoncé en titre, la 7e conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile s'est tenue ce dimanche dans un réceptif hôtelier de la place. Objectif, analyser la situation sociopolitique et économique du pays. Une rencontre qui s'est tenue à huis clos, loin des caméras et des micros. C'est un reportage de Salimatou Diallo rendu par Dina Boutiam. Cette rencontre des membres de la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue interguinéen s'est tenue à huis clos. Au sortir de la conférence, Lansana Kouyaté, président du PEDN et membre de la dite coalition, est revenu sur les contours de la rencontre. Il m'a été confié, en tant que président de cette séance, de travailler à la formation de cette commission. Et les deux sujets à l'ordre du jour, je crois que ça vous le savez déjà, c'était justement le problème d'étapes parcourues dans l'application des textes du dialogue inclusif, les 35 résolutions. Le deuxième étant lié aux activités sociales, économiques, politiques. Suite au débat, un mémorandum a été élaboré et sera soumis aux autorités de la transition, poursuit Lansana Kouyaté. Ça a été une réunion très utile parce que partout où on a des certitudes, on les a exprimées sur l'avancement, que ce soit à grands pas, que ce soit à petits pas, du processus qui va aboutir aux élections. Là où nous avons des doutes, et ça a fait l'objet de beaucoup de débats, nous avons décidé de faire un mémo par l'ensemble, enfin, ou une partie des leaders de notre conférence
pour pouvoir aller voir les autorités. Dans les jours qui viennent, une séance d'étalage sera mise en place avant la soumission du dit mémorandum. Et puis, après l'adoption du projet de loi portant création de 10 communes urbaines et 7 communes rurales en République de Guinée, les réactions ne se font pas attendre. Pour les autorités, la mise en place de ces communes stimulera un pas vers le développement local, mais les avis des citoyens restent mitigés. Les réactions croisées dans ce micro-trottoir réalisé par Mama Issata la Camara. Et avant, on n'avait pas les 10 communes, hein, je pense bien. Et si vous voyez aujourd'hui, il y a eu ces communes, parce que la ville est peuplée. La ville est peuplée. Par exemple, si vous prenez seulement la commune de Matuto, on parle d'autres. Par exemple, Koya aujourd'hui. Koya aujourd'hui est devenue très grande. Donc, s'il y a d'autres aussi communes qui ajoutées encore, c'est une très bonne initiative. Ça permet de décentraliser les activités, ça permet de décentraliser même l'administration aujourd'hui. C'est une très bonne décision parce qu'il s'agit d'approcher les gouvernés aux gouvernants. C'est dans le cadre de la décentralisation. Si les communes sont très grandes, les gestionnaires ont du mal à faire en sorte qu'ils soient plus proches des gouvernés. Donc, moi, je trouve que c'est dans le cadre d'une bonne gestion. Maintenant, utiliser cela à bon escient est une autre chose. Parce qu'on dit souvent en sciences exactes, telle force, telle déformation. Si les gestionnaires sont mauvais, quoi que l'on fasse, ça ne sera pas bon. Mais selon moi, j'aurais préféré qu'on laisse à 5 communes. Et on essaie même de réduire à 4 communes, c'est mieux. Parce que déjà, on a 5 communes. Et on dit qu'il faut toujours se référer de ce qui était avant aujourd'hui. Donc, ce qui a été fait avant ne doit pas être changé aujourd'hui. Même la constitution doit être changée, mais cela ne cause pas de changer. Il faut envoyer de 20 ou de combien de communes comme ça là. Je ne pense pas si c'est une bonne idée, selon moi. Autre fait de l'actualité, la ville de Conakry face au tas d'ordures présentes sur les chaussées et dans les caniveaux. Les citoyens sont obligés de cohabiter avec ces déchets malgré les nombreuses campagnes d'assainissement organisées par le gouvernement. Une réalité nuisible pour la santé des riverains. Suivez ce constat dont Le Baldé et Dina Boutiam. La gestion des ordures, un goulot d'étranglement pour le gouvernement guinéen. En dépit des efforts consentis, les caniveaux sont de plus en plus remplis par des tas d'immondices. Comme vous le voyez, leur présence dérange à plus d'un. Au marché de Madina, les cris de cœur se multiplient. Les ordures nous dérangent. Les gens viennent jeter ici, dans les caniveaux. Ils épargnent les poubelles. Et avec la fumée qui se dégage là-bas, nous sommes en danger. Il faut que l'État nous vienne en aide pour mettre fin à ce problème d'ordures. Avec la fumée et l'odeur qui se dégagent des tas d'ordures par endroits, cela pourrait causer des maladies à toute personne qui l'inhale, s'inquiète à ce citoyen. On dit ça, les ordures là, ça c'est pas bon dans le capital, mais maximum l'État doit prendre la disposition pour les ordures là. Ça va nous fatiguer, ça va fatiguer beaucoup de gens et on prend la maladie avec ça là quoi. Si d'autres prennent l'État pour responsable, Ali Badra Chérif pointe du doigt les personnes qui jettent les ordures dans les caniveaux. Parce que certaines personnes aussi, on explique que ça, c'est pas bon. Ça, c'est la saleté, ça nous donne la maladie, ça provoque beaucoup de choses comme ça là. Mais au fait, on n'a pas d'autre choix. Il faut que l'État prenne sa disposition pour ne pas qu'ils vont mettre les ordures dans les caniveaux. Malgré les différentes campagnes d'assainissement organisées dans le pays, Conakry peine à figurer parmi les pays propres. Depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'information, la presse écrite est en voie de disparition dans de nombreux pays, particulièrement en Guinée. En dépit de la restriction des médias, notamment audiovisuels et en ligne, les journaux papier n'attirent toujours pas la convoitise de la nouvelle génération. De la confection à la vente des journaux, la presse écrite est confrontée à de nombreuses difficultés. Mariam Boibari et Ansbel Lebal. Dans un point de vente de journaux papier que nous avons visité à Kaloum ce lundi, l'engouement n'était pas de taille. Le constat est alarmant pour cause de la rareté des clients.
Kerno Abdoulaye, évoluant dans la vente des journaux papier depuis 25 ans, déclare que le marché des journaux n'est plus comme avant. En tout cas, le journal papier, pour le moment, le marché est trop léger. Les gens lisent moins par rapport au passé. Rares sont les clients qui s'intéressent à la lecture des journaux papier, pourtant premiers dans le domaine médiatique. C'est une source à laquelle on peut facilement s'imprégner des réalités de l'État et par tous les moyens. Chacun doit chercher à toujours se munir de ces journaux pour pouvoir s'orienter sur la réalité des choses. Même si elles ne sont pas très intéressées, des élèves de Kaloum ne s'empêchent de jeter un coup d'œil sur les journaux papier. Revenant de l'école, Kadiatou Sissi et ses collègues se retrouvent dans un lieu de vente de journaux pour voir l'actualité à la une. Dans certains journaux, on met l'actualité guinéenne et je veux me renseigner plus parce que quand je finirai mes études, je veux être journaliste. Pour Morel André Gaston, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Patriarche, ce manque d'engouement pour la presse écrite s'explique par de nombreux facteurs. Les informations, disons, c'est comme des denrées périssables. Celui qui veut être informé ne peut pas attendre. Il veut être aussitôt informé. Vous qui attendez une semaine après pour sortir un journal, je crois qu'avant que vous ne sortiez, déjà les lecteurs sont informés. Le journal papier, c'est les moins. Si on n'a pas de moins, on ne peut pas tenir un journal papier. Rien qu'un seul numéro, il peut coûter jusqu'à 1,5 million. Innover, faire des investigations, solliciter l'aide des annonceurs et des institutions sont entre autres les pistes de solutions que propose Morel André Gaston afin de sauver la presse écrite en Guinée. Sport à présent, le Sili national de Guinée joue son 3e match de poule contre le Sénégal demain à 17 h. Une rencontre décisive pour la Guinée qui a un pas en 8e de finale. Mais à Conakry, analystes et supporters rencontrés ont donné leur avis par rapport à cette rencontre. C'est un reportage d'Ibrahim Alassane Kamara et Ibrahim Bangora. La Guinée affronte demain mardi le Sénégal en phase de poule de la CAN 2023. Un match pour la tête du groupe C qui s'avère décisif pour les deux sélections. Mamdi Doumbouya, journaliste sportif, pense que la Guinée a du potentiel pour gagner ce match et devenir premier de ce groupe. Que le Sili national, avec la performance qu'ils ont montrée depuis le début de cette compétition, il sera à la hauteur de contenir les Sénégalais qui sont les champions d'Afrique. Et je suis sûr que le comportement qu'ils ont adopté au niveau des deux matchs opérés contre le Cameroun et la Gambie, s'ils font la même chose, ils pourront créer une belle sensation, une belle surprise et la Guinée pourra terminer première de cette poule. Pour cette 3e sortie du Sili national de Guinée, l'attaquant Serhou Guirassy pourrait signer son retour. Des supporters restent tout au moins partagés entre espoir et inquiétude. Vu que le Sénégal est une équipe vraiment de taille, je suis vraiment inquiet, mais j'ai de l'espoir et je sais que le Sili national va nous faire gagner encore, comme le vendredi passé. C'est pas une petite équipe. Hein. Depuis 1958, la Guinée a toujours donné les bonnes équipes. Parce qu'on ne doit pas juger un match dans un match. Toujours il y a l'espoir. Ce que je vois comme ça, les jeunes là, vraiment, ils iront bien. Le Sénégal occupe pour l'heure la tête du groupe C avec 6 points et la Guinée 2e avec 4 points. Et puis, du côté de la Côte d'Ivoire, le sélectionneur Kaba Diawara et son attaquant Morgan Guilavogui ont animé ce lundi la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Les deux sont conscients de l'enjeu de cette rencontre. Hassan Diallo depuis Yamoussoukro.
La Guinée joue ce mardi contre le Sénégal, un match qui déterminera le premier du groupe C. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur guinéen dit vouloir aller chercher les 3 points pour obtenir la première place et affronter un des troisièmes d'une autre poule. Non, on envisage d'être premier. On est des compétiteurs et on est sur une bonne dynamique. Après, de s'arranger avec le Sénégal, en fait, ça ne nous arrange pas parce que si on fait match nul, il reste premier et nous, on joue second. Et vu les calculs qu'on commence à faire, parce qu'on commence à en faire, on risque de jouer la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas forcément un bon tirage pour nous aussi. Comme je le dis, on a nos 4 points. C'est vrai, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Et puis, ce serait bête de notre part d'essayer de faire des calculs maintenant. On joue tous les matchs pour les gagner. Pour Kaba Diawara, son équipe n'éprouve aucune pression, mais le Sénégal, oui. Non, justement, la pression, c'est plus eux qui l'ont parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, ils ont bien commencé. On a vu lors des précédentes éditions que le champion en titre avait les pires difficultés à rentrer dans la compétition et bien souvent, il en sortait au premier tour. Donc, la pression, non. Le sélectionneur se fixe pour objectif la première place. Il est conscient de la teneur de la rencontre. On vient pour faire un bon parcours. Après, bon, vous l'avez dit, ils sont champions en titre, ils sont au top vraiment, donc respect. Mais après, une fois qu'on a dit ça, qu'on voit ça, nous, on a de très bons joueurs aussi. Et puis, on a une première place à aller chercher. Et je pense que c'est le match idéal pour nous. On va pouvoir se jauger et voir un petit peu où on en est. Pour le cas de Seyrou Guirassy, le technicien guinéen rassure qu'il se porte bien et pourra bientôt se retrouver sur la pelouse. Il a été blessé, il a fait partie des joueurs qui sont blessés dans la préparation. Donc il était prêt face à la Gambie, mais vous avez vu le match qu'on a eu. C'était un match serré et vraiment compliqué. Nous, en Guinée, on a la chance d'avoir 2 grands avançants. Seyrou, on fait attention à lui parce qu'on ne voudrait pas qu'il se blesse. Et comme je le disais tout à l'heure à votre confrère, on a de l'ambition. Alors si on a 5, 6, 7 matchs à jouer, on préfère le perdre sur les 2-3 premiers matchs et qu'il soit là pour les phases finales. Donc là, il va mieux, il s'est entraîné. Donc on va s'entraîner encore cet après-midi et puis on va prendre une décision. Ce match contre le Sénégal, considéré comme un derby sous-régional, est désormais lancé. Pour les Lions de la Teranga, déjà qualifiés en 8e de finale de cette CAN avec 6 plans, l'envie de faire le carton plein en signant une 3e victoire contre le Sili est très forte. Suivez les réactions de Nampalis Mendy à Yamoussoukro et de son sélectionneur au micro de Hassan Diallo. Les Guinée-Sénégal, on les connaît, on sait que c'est le gros match, c'est un derby. Et comme on le savait, dans cette poule-là, dans ce groupe-là, on avait 3 derbys. D'abord, un contre la Gambie, Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le 3e derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement 2 équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je l'ai dit, le 3e match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eu lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre 2e rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous, parce qu'on était atteints par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, 3e match contre la même équipe où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby. Les 11 journalistes et analystes présents en terre ivoirienne ont à leur tour donné leur impression quant à cette confrontation. On écoute quelques-uns au micro d'Amadou Major Diallo. Éventuellement à Côte d'Ivoire en 8e, donc il faut terminer le premier de groupe, mais la Guinée aura fort à faire face au Sénégal. Alors vous avez
Il faudra de l'efficacité déjà parce que cette équipe sénégalaise apparaît quasiment sans faille, donc il va falloir de l'efficacité, éviter d'avoir plein d'occasions sans marquer, ça c'est la première donnée. La deuxième c'est de compter éventuellement sur le jeu de tête. Comme le rappelait un confrère lors de la conférence de presse, c'est vrai qu'ils ont encaissé un but face au Cameroun, notamment dans le jeu aérien. Donc il faudra miser sur des joueurs comme Morgan Guilavogui ou comme d'autres joueurs très grands qui sont à la pointe de l'attaque. Oui, c'est possible, encore plus avec la mentalité du coach. J'ai beaucoup apprécié qu'en conférence de presse ils disent qu'il ne va pas calculer du tout et qu'il va jouer le match à fond. Ça montre bien la mentalité de Kaba Diawara, ça montre bien la mentalité de cette équipe et je pense que c'est comme ça qu'ils peuvent arriver à battre le Sénégal. Je pense que le Sénégal c'est la meilleure sélection d'Afrique, certainement, mais la Guinée n'a pas à les craindre, ils ont la presse de Kaba Diawara. Donc je disais que ce sera un match ouvert. Kaba dit qu'il aime bien jouer avec des équipes de la dimension du Sénégal, champion d'Afrique. Le Sénégal va venir, va attaquer, va essayer de faire le break en première mi-temps. C'est ainsi que prend fin ce journal à tous. Merci de l'avoir regardé. Bonsoir chez vous.